Donc on accueille Fred de No pour Europe Écologie Les Verts, le voilà. Alors, on va accueillir également Alban Fischer. Est-ce qu'il est arrivé? Je ne l'ai pas vu. Ah, le voilà. Est-ce que Mathieu Lamarre est ici? Je l'ai vu, donc le voilà. Est-ce que Émile Josselin est là? Ah, et voilà, ça nous fait une belle représentation ici des patrons de campagne et des patrons de ces activités numériques pour les candidats à l'élection présidentielle. Merci, messieurs et mesdames, du dernier panel. Donc Baptiste Roinet ne sera pas avec nous. Et là, vous devez faire... Oh, normalement, vous devez faire... Donc il a été appelé par des urgences, comme certains ont été contraints aussi. Mais merci en tous les cas à vous d'être là, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est toujours parfois un petit peu difficile à aborder, parce qu'on est un petit peu sur le backstage parfois de quelque part de quelque chose qui est devenu depuis probablement quelques années un sujet qui intéresse toujours les concitoyens, de se dire comment l'Internet est utilisé pour ces campagnes électorales. C'est un sujet parce que finalement, probablement dans les dîners en ville, on dit oh, ben, la campagne cette année, ça va être une campagne qui va être très Internet. Alors, je crois qu'on dit ça à toutes les campagnes d'ailleurs, donc c'est pas tout à fait nouveau. Vous direz ce que vous en pensez à ce sujet. Dans la réalité, on sent bien que l'Internet joue un rôle important, on ne va pas le nier ici dans ce colloque. Et j'aimerais déjà qu'on fasse un premier tour de table rapide sur vos rôles et responsabilités à l'intérieur de ces campagnes. Et puis ensuite, on va aborder quelques sujets sur vos organisations et ce que vous voyez être mis en place aujourd'hui. Alors on commence par qui? Je vais dire qu'on allait de gauche à droite, mais en fait... Je suis Alban Fischer, je m'occupe de la campagne web de Jean-Luc Mélenchon. Et mon rôle, c'est la stratégie web dans son ensemble, des réseaux sociaux, au site internet, applications mobiles et production audiovisuelle. Ok. C'est une part importante, l'audiovisuel, pour vous. On y reviendra tout à l'heure. Tout est important, mais oui, effectivement, c'est important. Ok. Fred No. Frédéric. Oui, oui. Donc, oui, bonjour, je m'appelle Frédéric No, je suis la seule femme de ce plateau, je remarque. Donc je m'étais occupé des différentes campagnes d'Europe Écologie sur le web depuis les européennes, donc depuis la création d'Europe Écologie. Et là, je continue avec Eva et l'équipe s'est renforcée, on est un peu plus nombreux. Il y a notamment Edouard qui est là. Mathieu. Oui, donc Mathieu Lamarre, responsable web Modem, Mouvement démocrate, donc de François Bayrou. Et donc je m'occupe de toute la préparation de la campagne web dans le cadre de la présidentielle, même si notre candidat n'est pas encore tout à fait déclaré. Émile Josselin, je suis coordinateur web du Parti Socialiste. J'ai été le responsable de la campagne numérique de Martine Aubry. Et là, on travaille effectivement avec toutes les équipes des primaires à la campagne numérique de François Hollande. Il y aura une organisation également dans l'équipe de campagne de François Hollande, que l'on a vu d'ailleurs dans l'organisation de campagne. Juste un mot là-dessus. Oui, absolument. C'est Vincent Feltès qui est donc le responsable numérique de la campagne de François Hollande. Et tout le monde, après, il y a des partis, relais, équipe des différents candidats, etc., travaillent ensemble pour que la campagne numérique de François Hollande soit un des vrais leviers de sa victoire en 2012. Parfait. Juste une question rapide. Vous pouvez répondre très rapidement sur... J'aimerais avoir une petite indication sur... vos parcours militants avant de rentrer dans le web. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt des militants ou plutôt des geeks, ou des geeks qui sont devenus militants ou des militants qui sont devenus des geeks? Alors, moi, j'étais pas du tout militant. Je suis engagé politiquement et les idées du Front de gauche sont les miennes. Maintenant, j'ai jamais eu ma carte dans un parti. Moi, je suis pas vraiment ce qu'on appelle un geek parce que je suis pas dans la programmation, etc. Je viens du journalisme. J'ai travaillé j'ai créé un blog qui s'appelle blogtrotters.fr il y a maintenant 5 ans. Ça a été ma première expérience sur le web et c'est un blog de reportage participatif à travers le monde. Suite à ça, j'ai été engagé chez CAPA pour créer des passerelles, donc l'agence CAPA, pour créer des passerelles entre web et l'antenne. C'est mon premier engagement politique concret.
Donc même si vous n'aimez pas le terme de geek, vous êtes plutôt un geek militant qu'un militant Non, geek. je fais du contenu. Je fais du contenu et j'essaye d'organiser du contenu. Donc digital puis militant. Fred. Moi, je viens à l'origine du privé, où je suis informaticien, gestion de projet. Je code rarement moi-même, mais je sais le faire s'il y a besoin. J'ai travaillé longtemps à la Maison du Whisky, qui est une expérience qui n'a rien à voir. Et en tant que militant, j'ai été bénévole sur la campagne des municipales à Paris. Et je me retrouvais sur le web parce que c'est ce que je savais faire de mieux. Et en fait, d'un engagement militant, c'est devenu un engagement semi-professionnel parce que je voulais que Europe Écologie reprenne à son compte tous les combats du numérique. Aujourd'hui, je pense que la distinction entre geek et politique, elle est très légère parce que les geeks se mettent à la politique parce que tous nos sujets, les tables rondes de ce matin l'ont bien montré, c'est de la politique. Donc nous, c'est ça qu'on a voulu remettre dans Europe Écologie, c'est l'importance des débats sur le numérique et réanimer ça. Donc on a créé un groupe qui s'appelle les Écolo-Geeks. Ah, les Écolo-Geeks, voilà. Qui sont 250, 300... on va en reparler tout à l'heure parce que cet effet de massification là, des militants... C'est difficile de dissocier le côté communication du web et le côté engagement politique, vu que c'est dans la façon de le faire qu'on... Ouais. Mathieu, plutôt militant avant d'être digital ou digital et puis militant Plutôt militant avant d'être digital. En fait, j'avais un parcours dans le privé également. J'étais dans le journalisme, donc j'ai fait un passage, un passage pour le groupe l'étudiant, un peu pour le monde de l'éducation, plutôt au secteur éducation d'ailleurs. Et puis, parallèlement à ça, j'avais un engagement militant. Je suis élu local dans ma commune, je suis maire adjoint dans l'Essonne. Et il se trouve que les deux parcours se sont croisés à un moment, puisque l'idée du mouvement démocrate, c'était de travailler sur le contenu principalement, et du coup ils ont pris un profil plus contenu qu'un profil geek, puisque moi non plus j'ai pas les mains dans le code, et on est vraiment sur la réflexion, la stratégie de contenu sur les différents supports web. Super, ok, donc j'ai compris, geek c'est un gros mot. Donc Émile, plutôt militant puis digital ou digital et militant et journaliste d'abord. Voilà, journaliste, j'ai une formation de journaliste, j'ai été journaliste à 20minutes.fr. Par contre, j'avais un passé militant déjà avant de devenir journaliste, que j'ai mis entre parenthèses, parce qu'en plus j'étais journaliste politique, donc c'était quand même passablement compliqué. Aujourd'hui, je suis militant au Parti Socialiste à Créteil, et j'avais commencé à l'époque, avant de travailler par la Convention pour la 6ème République d'Arnaud Montebourg, où j'étais chargé des relations de presse et de l'organisation de l'université d'été. Parfait. On attaque sur les sujets, là, sur la campagne. Les montagnes que vous avez à bouger pour pouvoir utiliser mieux le digital, à la fois au sein des équipes de campagne et de vos partis, c'est quoi? Il n'y en a pas? C'est trop facile. Votre job est trop facile. Alban. Des montagnes. Nous, la plus grosse des montagnes, c'est qu'on n'a pas d'argent. Donc, voilà, c'en est une. C'est une comparé aux trois autres, enfin aux deux autres, peut-être que vous n'avez pas d'argent non plus, si j'ai cru comprendre. Mais nous, on n'a pas d'argent. Après, on a un trésor qui sont les militants. Le Front de gauche est composé de plusieurs partis qui sont fédérés après le non au référendum européen, qui a été largement gagné sur le web. Donc il y a une vraie force sur le web. Notre travail, et donc notre difficulté, mais c'est aussi notre travail et ce qui fait le plaisir de travailler comme ça, c'est de canaliser cette force et d'arriver à en faire une force qui va espérer créer une dynamique pour la révolution citoyenne que nous souhaitons. Donc c'est un peu du crowdsourcing pour arriver à faire travailler tout le monde et faire travailler des militants sur le sujet. Voilà, c'est l'idée. Enfin, alors nous après, si on parle plus de stratégie, notre idée, c'est. On va y revenir tout à l'heure, Alban, parce qu'on va refaire un petit tour de table justement sur les stratégies et les moyens que vous voulez utiliser. Mais là, c'était vraiment par rapport à votre organisation. Fred, sur l'écologie et les Verts, c'est clair, vous avez construit un groupe qui s'appelle les Écolo-Geeks. Ils étaient tout petit au début. Petit. On était une dizaine de personnes. C'était notamment beaucoup de jeunes verts qui étaient. Parce que souvent, on met le numérique sur les jeunes. Souvent, le numérique, ça finit chez les jeunes du parti. Ouais. Voilà, ce qui est un peu une bêtise. Du coup, on a créé un groupe spécifique qui était dissocié des jeunes pour mener campagne. Et je pense que sur la durée, depuis les européennes, on a commencé à 10 personnes militants. Maintenant, on est dans les 300. Et surtout, c'est l'acculturation du parti qui s'est approprié les outils Facebook, Twitter. Il faut se rendre compte qu'au tout début, quand on a proposé à Denis Baupin pour les municipales
d'avoir un compte sur Facebook. À l'époque, c'était hors de question parce que les positions des Verts étaient radicales sur la propriété, les données personnelles et le respect de la vie privée. Et finalement, on a fait avec parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook et on ne peut pas faire autrement, mais on reste dans une distance critique et un travail politique là-dessus. Le moins instruit des écologues, qu'est-ce qu'il sait faire? C'est intéressant de voir. Il a une page Facebook et il envoie des mails. D'accord. C'est vraiment très très basique. Il faut être un petit peu sur Internet. Après, je pense qu'on va tous un peu faire la même chose pendant cette campagne. Non, je pense pas. On va en parler. Non, Alban, il pense que non. D'aller sur Internet et de porter nos convictions d'une façon ou d'une autre. Après, ça passera par de la vidéo, par du mail. Chacun a sa méthode d'expression. Et quand on dit d'ailleurs, là on parle de campagne web, on devrait parler de campagne Internet. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a le web, mais le mail, c'est un outil très important. Envoyer, tu parlais de la campagne du TCE, qui n'était pas montée par un parti, mais les arguments qui ont circulé pendant la campagne du TCE, c'était essentiellement des PowerPoint et des documents Word par mail. Juste, ouais. Mathieu, les militants, comment on les réunit au Modem? Il n'y a pas vraiment de montagne. Les montagnes, là, non, il n'y en a pas. Pas vraiment de montagne à franchir. Je pense que de toute façon, on a tous cette chance dans nos différents partis et mouvements qu'on ait des. Alors, on ne va pas dire que tous nos cadres sont geeks et sont sur la toile, mais par contre, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont moteurs. Nous, on a Yann Verling qui est particulièrement actif. On a Alain Lambert qui soutient depuis peu François Bayrou, qui est quand même connu aussi pour son activité sur Internet. Donc on a tous ces gens-là qui font avancer les choses. On a aussi, nous, un candidat à la présidentielle qui est très numérique, très technophile, donc ça aide beaucoup. Et puis les militants, bien sûr, l'idée c'est aussi de les laisser s'organiser, parce qu'ils s'organisent très bien par eux-mêmes, ils ont beaucoup d'initiatives par eux-mêmes. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une relation de confiance et de complémentarité, plutôt que d'avoir, nous, la volonté de mettre en réseau tous nos militants et de leur donner des choses à faire spécifiques. Là-dessus, aujourd'hui, c'est chacun son initiative et ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Ok. Émile, c'est quoi ce qui est dur pour faire valoir peut-être le digital au sein de la campagne? Alors, il n'y a pas de choses qui sont en soi dures ou en soi des montagnes à déplacer. Il y a des chantiers qui s'appréhendent sur une durée un peu longue, qu'on fait, nous, depuis l'arrivée de Martine Aubry au Parti Socialiste en 2008, qui est notamment de former les militants à l'usage des outils numériques. Et ça passe aussi par des formations physiques. On utilise beaucoup l'Université d'été de La Rochelle pour donner des dizaines de formations avec des groupes de niveau et des choses comme ça. On a aussi pas mal de gens de l'équipe web qui se sont déplacés dans les fédérations pour former à la fois les secrétaires de section et les dirigeants, mais aussi les militants à comment on fait sur Internet, qu'est-ce qu'on fait sur Twitter, qu'est-ce qu'on fait sur Facebook, comment on écrit pour le net, de manière à ce qu'on ne fasse pas la campagne pour eux et à leur place, mais qu'on leur apprenne à la faire, parce qu'on a aussi ce point commun avec sans doute mes alter ego dans les autres partis, c'est que notre vraie force, c'est le réseau militant. C'est les dizaines de milliers de militants qu'on peut mobiliser à la fois pour faire du net, mais aussi pour faire du terrain grâce à Internet. Parfait. Alors on dit souvent, le Parti Socialiste, avec les primaires, ils ont fait un très joli coup parce qu'ils ont récupéré tellement d'emails. On parle d'un peu plus d'1 million, 1,5 million d'emails récupérés. Ça donne envie presque de faire des primaires que pour ça, parce qu'on sait la valeur des emails ensuite pour pouvoir communiquer et parler. Comment vous le vivez ça, Émile? On le vit assez bien. Hein, d'accord, d'accord, vous le confirmez. On a effectivement, grâce aux primaires, récupéré plusieurs centaines de milliers d'emails. Ah, c'est moins que ce que je disais. Non, mais vous êtes dans la réalité des chiffres à peu près, sans qu'on puisse communiquer. Le militant ou l'homme de gauche qui va voter aux primaires, la femme de gauche qui va voter aux primaires, donne assez aisément son email, puisque beaucoup, il y a une bonne affinité, on va dire. Beaucoup d'entre eux ont donné leur email pour recevoir ensuite des informations pour la campagne. Donc là, on a tout un chantier qui est un peu technique, qui est celui de la base de données, c'est-à-dire d'arriver à ce qu'on n'ait pas simplement une grosse liste avec des emails, mais qu'on sache où sont les gens, etc., de manière à ce que ça puisse être utilisé efficacement pour mobiliser dans la campagne et aussi dans la campagne locale. Quand on veut inviter quelqu'un, quand le responsable de la campagne dans un département, mettons le Val-de-Marne, veuille inviter quelqu'un, enfin les gens à des réunions, qui puissent savoir où est-ce qu'ils sont. Et on travaille aussi à qualifier cette base de données
en termes aussi de centres d'intérêt. Je veux être intéressé pour participer à la campagne sur le net, sur le terrain, mes centres d'intérêt, c'est ceci, cela. Ce qui permet après d'envoyer des mails thématiques ou des choses comme ça et de toucher vraiment les gens, c'est-à-dire de ne pas arroser tout le monde de mails de manière indéfinie, comme si un contact était pas plus différent qu'un autre, mais d'arriver aussi à cibler et à travailler effectivement cette grosse base de données qu'on a récoltée pour les primaires et qui est à disposition de la campagne de François Hollande. Parfait. Sur justement maintenant les outils que vous allez utiliser. Alors vous allez tous me dire que vous allez tout utiliser, c'est bien normal, mais quand même s'il y a quelque chose que vous voulez mettre en avant qui pourrait être une spécificité, vous n'allez pas annoncer de surprise aujourd'hui, j'en suis tout à fait conscient. Vous allez réserver les surprises, vous avez réservé les surprises pour nos concitoyens, c'est bien normal. Mais peut-être si vous avez un thème fort, et peut-être en commençant par toi Alban, parce qu'il y a quelque chose de fort autour de la vidéo que vous voulez mettre en place, d'après ce que j'ai compris. Alors, nous, on a bien compris que notre premier média, c'était nous-mêmes, qu'on ne pouvait pas attendre les médias dits traditionnels pour parler de nous, même si c'est de plus en plus le cas, en tout cas en bien. On espère qu'ils vont de mieux en mieux parler de nous. Donc on a mis en place une série qui va être faite par des militants. Sur le premier épisode, il y a une quinzaine de militants qui ont travaillé dessus. L'idée est d'avoir, j'arrive pas à lire et en même temps. Oui, c'est ça qui est difficile avec Twitter. Hein, et donc l'idée de cette série est de raconter de l'intérieur la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de toutes ces personnes anonymes, militants, sympathisants, qui vont rejoindre le front de gauche et qui vont pousser pour la révolution citoyenne. C'est un peu du backstage. C'est entre le backstage, c'est du backstage parce que c'est vrai que c'est un candidat qui est intéressant. Ça ressemble à Raymond Depardon dans les élections de 1974 avec Giscard ou... Bah, ça sera pas que ça, parce que là c'était que le candidat. Absolument. Alors que là, nous, on va essayer d'ouvrir ça à tous les citoyens qui s'engagent auprès de nous. L'idée, c'est que, je pense qu'on a un candidat qui avait une perception particulière dans les médias. Donc c'était une volonté pour nous de changer cette perception et de donner des images différentes de la petite phrase ou du débat d'experts qui est traditionnellement dans les médias. Et c'était aussi de montrer tous ces visages qui sont le front de gauche aujourd'hui, cette diversité. Et c'est en ça qu'on a voulu créer cette série. Et c'était aussi fédérer des forces, des cadreurs, des réalisateurs, des monteurs, qui peuvent être aussi des peuvent donner la main à la pâte. Ça commence quand ? C'est commencé. Oh, ça a commencé lundi dernier. Avec un succès relatif. Je crois qu'on était hier, alors j'ai pas regardé ce matin, à 8000 vidéos vues depuis lundi. C'est ce qui est un peu dur sur Internet, c'est que quand vous lancez une initiative, on voit tout de suite si ça marche ou pas. Donc quelque part, il y a cette espèce de transparence du... Mais nous, on n'a pas peur de commencer doucement. On est un petit parti. On n'a pas eu 1 million d'emails aux primaires. On est dans la stratégie de la petite boule de neige qui va grandir. Et nous, l'élection présidentielle, c'est une étape de la révolution citoyenne que nous appelons. Donc, il n'y a pas de souci à commencer petit. Moi, je pense que 8000 vidéos vues, c'est très correct par rapport à la concurrence aujourd'hui. Bon, ils n'ont pas commencé, donc c'est difficile de juger. Mais on n'a pas de problème avec ça. Parfait. Fred, quelque chose que vous mettez en avant, sur lequel vous pouvez dire, c'est un peu notre marque de fabrique, on fait ça mieux, ou c'est des choses sur lesquelles on a envie d'investir? C'est pour éviter d'avoir une réponse qui on va faire un peu tout. Oui, non. Marque de fabrique. Alors oui, c'est sûr, on va faire un peu tout. Marque de fabrique, ça va être. Ce qui est bébête, c'est qu'on va dire la même chose. Ouais. Ah, vous faites une série? Non. On veut une campagne qui soit décentralisée, que les militants nous apportent leur soutien et leur aide. La chance qu'on a eue quand même, c'est que, c'était très fatigant, mais depuis 2008, on vit en campagne électorale en permanence. Donc je crois que dans tous les mouvements, on a commencé à construire cette force militante. Donc ce que tu disais je ne sais même plus qui le disait, répertorier les gens qui font de la vidéo, qui savent programmer un peu, qui sont actifs sur Internet. Donc c'était ça, nous, le sens de mettre un nom dessus et de les appeler un peu les écologeeks. Et maintenant, je pense que là, on arrive, et notamment parce que la campagne présidentielle, elle est très déséquilibrée, vu qu'elle donne une place énorme aux deux qui ont, a priori, dans les sondages, toutes les chances de passer au second tour.
par rapport aux autres mouvements qui, du coup, sont écoutés à chaque fois à la marge. Donc, il y a un enjeu pour moi qui est de réussir à donner à cette révolution citoyenne un côté, pour prendre un terme paradoxal, industriel, en fait. Ah oui. C'est que jusqu'à présent, on a géré... Il vous faut un peu de masse. En fait. Il faut du monde, la masse. effectivement. Même 1 million d'adresses mail, ça paraît beaucoup comme ça sur le papier. Et effectivement, c'est bien ciblé et tout, mais par rapport au moindre marchand sur Internet, c'est rien du tout. Bien sûr. Quand on lance une campagne, moi je me souviens du Lead Up qu'on avait lancé, qui avait très bien marché pour une vidéo politique, on est arrivé à 200 000 vues. Mais le même jour, il y avait eu la vidéo d'un clip d'une femme nue qui descendait la rue Montorgueil. Ah, c'est lui faire plus, oui. Ils ont envoyé d'emblée un mail à des millions de personnes, des mails qui avaient été achetés chez les brokers. Ouais, le contenu, ça fait tout. En 3 jours, ils ont eu 3 millions de vues. Ouais. Non, mais c'est juste, il y a vraiment un besoin de massification aussi, de s'assurer en fait qu'il y ait suffisamment d'audience derrière vos contenus aussi. Mathieu, il y a quelque chose qui est particulier dans ce que vous mettez en œuvre? Non, nous on a deux priorités. C'est d'un côté, on fait confiance un maximum à nos militants pour ce qui est des réseaux sociaux, ce que je disais tout à l'heure, en leur laissant une grande liberté, parce que aujourd'hui ils font très bien ils assument très bien leur rôle de militant et ça se passe bien. Donc nous aujourd'hui sur les réseaux sociaux on mise sur un dialogue le plus franc, le plus direct possible. On est, je crois, les seuls à le faire. Si vous allez voir un peu comment on se comporte sur Twitter par rapport aux autres partis politiques, toute taille confondue, je crois qu'on est un peu unique en notre genre. Et puis donc d'un côté ce dialogue très franc, direct, sur un maximum de plage horaire le plus réactif possible. Et là aussi par contre on a un atout que peut avoir le Front de gauche, que peuvent avoir les Verts également, mais moins le PS et l'UMP, c'est que comme on est une structure plus petite, on n'a pas les 10 ou 15 niveaux de validation, j'exagère un peu, mais pour savoir si on va pouvoir répondre oui ou non à une question sur un positionnement politique. Là, ça peut se faire de manière très très rapide et ça, les gens apprécient. Et par ailleurs, d'un côté, donc grande liberté sur les réseaux sociaux, on mise sur le dialogue et bien sûr une plateforme du candidat qui va participer à l'organisation militante. Parce que l'enjeu, c'est aussi de pouvoir organiser les militants et de pouvoir en tout cas leur fournir les outils suffisants pour pouvoir militer un maximum. Donc là, on va avoir quelque chose de très concret, je pense, d'assez innovant. Et puis, c'est là aussi où je pense que finalement, on va peut-être pas tous faire la même chose, je suis assez d'accord. Parce que, chacun creuse ses pistes. En tout cas, je pense que sur notre axe, vous le verrez dans les prochaines semaines sur Internet, mais on devrait faire quelque chose qui devrait... marqué. Alors après, ça marchera ou ça marchera pas, ça sera le test. Ça fait partie des risques. Mais on a plutôt confiance pour l'instant. Intéressant. Émile ? Pour résumer assez simplement, nous, la stratégie qui nous guide sur Internet, sur le site du parti, du candidat, on identifie 3 publics. Le public de gens qui viennent simplement pour se faire leur idée, qui ne sont pas spécialement des sympathisants, mais qui viennent un jour faire un tour soit sur le site du parti, soit sur le site de François Hollande. Dans ce cas-là, on vise à présenter à ces gens-là au maximum la pensée politique, c'est-à-dire ce que le candidat ou le parti dit à un moment donné sur un certain nombre de sujets, plus avoir une présentation un peu efficace du candidat ou des personnes, etc. On a un deuxième public qui est les sympathisants. À ceux-là, on donne au maximum d'actualité de la campagne et on leur montre également tout ce qu'ils peuvent faire avec les outils de campagne. Le but étant que les simples personnes qui viennent sur le site se transforment en sympathisants. Et le troisième public, c'est le public des militants à qui on donne des outils de campagne pour faire au mieux possible la campagne sur le terrain. On a développé notamment sur la COPOL un service de cartographie électorale qui divise la France en zones de 2000 habitants avec toutes les données géographiques, socio-électorales, des scrutins, etc. Ce qui permet d'optimiser aussi sa campagne. L'action politique. Voilà, d'optimiser l'action politique. Un mot sur COPOL peut-être, c'est juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors la COPOL, c'est le réseau social du Parti socialiste. Parfait. Et donc un service de cartographie électorale qui permet d'optimiser au maximum sa campagne. Par exemple, en fonction de la pyramide des âges dans le quartier, vous n'allez pas forcément dire les mêmes choses. Non pas qu'on dise à différents types de populations
des choses contraires. Mais quand vous faites une campagne, par exemple, sur les retraites, selon que vous allez dans un quartier où la pyramide des âges est plutôt faite de gens âgés ou plutôt faite de gens jeunes, vous allez avoir des argumentaires et vous allez avoir aussi des discussions qui sont extrêmement différentes. Et le but, voilà, de la stratégie est à chaque fois que les gens qui vont sur le site transformer les simples personnes en sympathisants, les sympathisants militants et les militants en super militants, et à ramasser à chaque fois, éventuellement pousser la personne qui sera contente de ce qu'elle a pu trouver sur le site ou qui se sentira une envie de s'impliquer, à laisser son adresse mail, à rejoindre physiquement la campagne, à contacter quelqu'un. Petite question sur toujours ces campagnes. On entend souvent l'idée que finalement il n'y a plus de campagne web, il y a une campagne qui utilise le digital et que finalement ce n'est pas un silo dans lequel on fait du digital. Et souvent c'est ce qui est donné comme retour d'expérience sur les campagnes américaines qui servent souvent d'exemple, c'est un pinceau, mais je crois que c'est démodé d'ailleurs maintenant de dire on va faire comme Obama, c'est devenu presque démodé de dire ça, mais dans lequel on dit finalement l'Internet sert à coordonner des actions militantes, ça sert sous forme d'extranet, d'intranet à coordonner toutes les activités, ça fait partie en fait d'un ensemble et il n'y a pas finalement une campagne Internet, une campagne. C'est ce que vous partagez aujourd'hui au Front Gauche ? De toute façon, Internet fait partie maintenant de nos usages quotidiens. Mais précisément sur l'animation de campagne, finalement, le point d'entrée, on voit aux US maintenant de temps en temps l'idée que le point d'entrée, c'est d'abord l'Internet pour aller chercher les outils militants avant de points de contact plus physiques. Je pense qu'Internet est un outil pour s'informer et un outil pour s'organiser. On s'informe sur Internet de plus en plus, de façon moins linéaire, de façon plus picorée. Il y a les réseaux sociaux qui font qu'on nous recommande de plus en plus de choses et on s'informe de plus en plus par Internet et de moins en moins par les autres médias. On n'est pas d'accord, mais je pense que si. On s'informe de plus en plus via Internet. Ah, c'est le parlementaire qui veut prendre la parole. Donc il vous faut un micro parce qu'on est sur le live stream. Donc si on ne va pas vous entendre, les internautes ne vont pas vous entendre. C'est une chose qu'on a souvent tendance à dire, et notamment nous qui sommes plutôt, et notre génération plutôt, qui allons chercher la source sur Internet. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore une fracture numérique. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre en opposition Internet et notamment toute la presse traditionnelle. Il y a encore une vraie complémentarité et l'information se trouve et s'alimente autant sur Internet que dans les médias traditionnels et notamment audiovisuels ou papier. Les médias traditionnels Nous ne sommes pas encore arrivés à ce rêve où tout passerait par Internet. Non, mais les médias traditionnels sont sur Internet. Je ne mets pas en opposition les médias traditionnels. Enfin, je mets en opposition la télé, la radio, l'objet télé, l'objet radio, l'objet journal et Internet. Mais les médias traditionnels sont sur Internet. Il n'y a pas Parfait. Alban, on va passer la parole à Mathieu. Fred, non, Europe Écologie va sauter son tour pour le temps de parole. Non, mais Fred, je donne la parole tout de suite après. Vas-y, tu veux t'exprimer maintenant ? Oui, non, moi je voulais juste dire que effectivement, enfin, il faut pas dissocier dans le sens où en fait c'est les campagnes en général qui ont évolué, mais c'est la société qui a évolué. C'est que le café du commerce maintenant se trouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Finalement, ce qui a évolué du côté des politiques, je pense, c'est l'exigence de transparence face aux arguments, et on voit toutes les polémiques qu'il y a sur les éléments de langage qui sont devenus une grande bataille. Et là, enfin, on a eu d'autres conférences sur le sujet avant, et on sait à peu près ce qu'on va faire les uns les autres. Et quand même, tous, on parle de s'adapter à la mode du data journalisme, à la façon de présenter des arguments de façon objective, concrète et en citant ses sources. Et c'est toute cette transparence-là qui change. Et du coup, la campagne Internet change les choses de ce point de vue-là. Après, mettre dans des silos, effectivement, non. Oui, non, pas mettre dans des silos, et je suis assez d'accord sur la complémentarité. Aujourd'hui, le web ne va pas remplacer ce qu'on fait auprès de la presse papier, les échanges qu'on a avec les journalistes. Ça ne va pas remplacer non plus ce qu'on peut faire sur d'autres supports, et puis ça ne va pas remplacer le tractage au marché, qui est quand même l'essentiel. Après, pour revenir à la question, je crois, d'origine, c'est que, bien évidemment, et ça reste le mieux, puisque ça reste du contact humain direct, et quoi qu'on en dise, quel que soit la décontraction qu'on peut afficher sur Internet et le fait qu'on puisse réagir autant que possible à toutes les questions que nous posent les citoyens, ça reste quand même un dialogue d'écran à écran, et rien ne vaut la bonne discussion sur le marché. Après, si bien sûr on va
utiliser le web pour organiser notre campagne de terrain, oui, bien entendu. Nous, c'est clair qu'aujourd'hui, on pense la campagne en 2012. Pour nos responsables départementaux, nos responsables locaux auront des outils et pourront s'organiser par ailleurs via le web, pourront communiquer, pourront récupérer des ressources de campagne par le web. Et c'est logique. Et ça, il faut qu'on y vienne un maximum parce que l'idée, c'est de gagner du temps, gagner de l'efficacité. On n'empêchera pas ceux qui veulent continuer à organiser la campagne à côté de l'organiser à côté. C'est sûr que sur un canton, sur une petite ville en milieu rural, c'est peut-être plus intéressant de se retrouver autour d'un café que de passer par Internet pour aller s'envoyer un mail et échanger les ressources militantes. Parfait. Émile, le point d'entrée, ce sera l'Internet pour les campagnes prochainement au PS ? Oui, d'une certaine manière, mais en fait, la différence entre Internet et le terrain, aujourd'hui, elle n'existe plus. Je vous prends un exemple. Pendant les primaires, par exemple, quand des gens vont chercher sur le site, soit du Parti Socialiste, soit d'un de ses candidats, un tract sur le site. Ensuite, ils s'envoient des mails en s'organisant via soit notre réseau social La Copole, soit où nous on avait un réseau, un mini réseau à l'intérieur du site de Martine Aubry pour aller distribuer des tracts ensuite après sur le marché. Est-ce que c'est de l'internet? Est-ce que c'est du terrain? Non, en fait c'est de la politique tout simplement. Et on s'organise, mais on s'organise avec le web. On s'organise avec le web, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la campagne d'Obama, mais en fait la campagne d'Obama, elle n'a pas inventé le porte-à-porte, je peux tenter de se voir certains, mais elle a permis, grâce à Internet, d'organiser, de rationaliser et d'optimiser ce travail-là, pour ne pas trop travailler dans le vide et pour ne pas faire, par exemple, toujours les mêmes rues en porte-à-porte ou des choses comme ça. L'efficacité. Voilà. Aujourd'hui, la frontière entre Internet et le terrain, si tant est qu'elle ait un jour existé, elle n'existe plus. Tout ça, c'est de la politique. Ouais. Alors, dans les autres tables rondes que nous avons eues tout à l'heure, tout le monde nous a expliqué à quel point les politiques méconnaissaient les sujets du numérique. D'accord ? Alors, on va parler un peu des sujets qui fâchent. Pour vous, qui êtes des représentants aussi de cette génération digitale, alors lorsqu'on vous interroge, tous vos candidats sont fantastiques, ils sont super numériques, ils sont super à l'aise avec le numérique. Donc, on va faire tomber un petit peu la langue de bois. Ils sont probablement tous effectivement informés et ont une volonté politique sur ces sujets, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez vous aussi les faire bouger en tant que représentant aussi des activités digitales dans le parti. Alors Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a un blog, et je pense le seul candidat qui blogue autour de cette table à l'élection présidentielle. Il a un blog qui est consulté énormément. Il y a à peu près 10 à 15 000 visiteurs uniques jour sur son blog. Oui, c'est pas mal. C'est important. Il a un vrai rapport charnel avec son blog, c'est-à-dire qu'il passe énormément de temps à écrire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais c'est des notes qui font plusieurs milliers de signes. Une sorte de carnet de campagne, un peu. Enfin, un carnet de vie même. Carnet de campagne politique. Et donc, je pense qu'il a ce rapport-là et qu'il n'a pas vraiment envie d'en changer. Moi, j'aurais aimé, j'aurais trouvé ça curieux qu'il aille sur Twitter. Maintenant, il a des réticences qui sont. Vous auriez trouvé curieux qu'il y aille? J'aurais été curieux, j'aurais trouvé ça intéressant. Il a des réticences aujourd'hui parce que c'est pas dans son monde d'expression de s'exprimer en 140 caractères, qui a un côté élitiste de parler entre soi qui est pas vraiment dans ses convictions. Donc voilà. Après sur les réticences au sein du Front de gauche, moi j'ai pas apporté de regard. Je parlais de vos candidats là, vraiment mais merci, vous avez répondu avec beaucoup d'honnêteté d'ailleurs. Voilà, un point positif, un point sur lequel vous aimeriez voir votre candidat bouger, c'est intéressant. Fred? Alors les réticents, si je prends au point de vue politique, alors c'est plus Sandrine Bélier qui est responsable des... On l'a fait tout à l'heure, là on est en train de parler de votre candidat et de sa pratique d'Internet, voilà, en fait. Exactement. Alors ce qui manque, c'est le temps. Le temps, d'accord. C'est le temps, parce que en fait... Donc c'est pas le candidat, c'est le temps qui manque. Ah oui, vraiment, parce que pour être sur Twitter, vraiment, enfin moi, on regarde le fil Twitter, jusqu'ici on a dit Eva ne tweetera qu'elle-même. Oui. Et du coup, elle va pas interpeller les gens et discuter avec les gens. On va pas faire semblant d'être Eva. Et finalement, on est en train de remettre ça en cause, parce que du coup, le fil Twitter, il est pas très passionnant. Et donc, il faut qu'on réussisse à rentrer dans un dialogue. Mais du coup, il faut, je pense, trouver des formats. Alors, on est en train de réfléchir à des choses un peu marrantes pour qu'elles prennent parole sur Internet, qu'elles soient présentes sur des réseaux, mais peut-être à des moments identifiés, sur des sujets identifiés, et avec des interlocuteurs qui ont du sens et qui font que Internet donne un
un vrai plus à la relation, et pas seulement parce qu'il y a une personne qui est à Rennes ou à Marseille, mais qu'on aille plus loin que ça dans la cohérence de l'outil et de l'usage qu'on en a. Merci de votre réponse, elle était honnête, transparente. Mathieu, oui, enfin, je pense on qu'on a dit que François Bayrou était numérique tout à l'heure. on va tous vous donc faire la jusqu'à quel promotion de point notre candidat, mais non, mais c'est non, on regarde bien. je vais essayer d'être le plus et des objectif moins. possible. Il y a Alors, peut-être des choses que tu aimerais faire bouger aussi chez ton candidat. donc, aujourd'hui, j'ai une chance, alors peut-être que ça va changer au fil de la campagne, j'en sais rien, mais pas une seule fois quand, au niveau du service web, on lui a proposé une initiative, il nous a dit non. Ok. Il y a une curiosité naturelle, il y a un intérêt qui fait qu'il a tendance plutôt à dire oui qu'à dire non, et de dire on va tester. C'est comme ça qu'on a fait la première interview politique en mars dernier. Il s'est dit, voilà, j'ai lancé mon compte Twitter, il ne l'avait pas lancé encore. Voilà, j'aimerais que pendant 1 heure, je discute directement avec les gens. Il a tout géré en direct, il l'a fait de manière très naturelle. Et puis, pour éviter toute critique sur les questions non répondues, il s'est engagé à ce que l'équipe réponde à toutes les questions qu'il n'avait pas eu le temps de traiter, ce qu'on a fait dans la foulée. Sous son compte, mais vous faites la différence entre le compte. Alors nous, on a posé dès le début, c'était une de ses demandes, c'était que, bien entendu, il y a aussi un problème de temps. Il ne faut pas faire croire qu'un politique, notamment un présidentiable, a le temps de tweeter toute la journée comme le font certains. Ça nous rassure, et par conséquent, il a dit, alors pareil, on était sur la même situation, c'est-à-dire que très vite, ça fait un fil qui n'est pas très très intéressant sur Twitter. Lui a souhaité qu'on pose la règle, c'est-à-dire que sur tous ses comptes, vous verrez affiché que il tweet personnellement, il poste sur Facebook, sur Google+, personnellement, mais quand ce n'est pas lui, son équipe signe CM, Community Manager. D'accord. De manière à ce que ce soit très transparent. Voilà, Google+, rapidement, c'est aussi quelque chose, quand ça a été lancé, il s'est dit ça a l'air super intéressant, je veux y aller, je veux ouvrir un compte. Il est arrivé en période de bêta-test de Google+, qui était en petit comité à ce moment-là. Les gens se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que François Bayrou fait là? Et puis ça s'est bien passé, il joue le jeu depuis. Et... Par contre, il ne faut pas arriver avec ses gros sabots, il faut y arriver avec une certaine modestie, je pense, et y aller petit à petit. Il faut prendre le temps de s'approprier les codes, parce que le politique, le présidentiable n'est pas l'utilisateur naturel du réseau social. Donc il faut qu'il arrive et qu'il prenne le temps d'écouter avant de parler déjà. Et puis, ça s'inscrit sur la durée. La crédibilité, elle se construit sur la durée. Quelque chose, par exemple, sur Google+, moi, qui m'avait choqué, alors peut-être qu'Émile pourra répondre après, mais c'est que tous les candidats à la primaire ont ouvert un compte sur Google+, pendant la primaire, et qu'au soir du second tour de la primaire, tous les comptes se sont arrêtés. Et il n'y a eu aucune publication, même pour le candidat qualifié depuis, ce qui a fait quand même 2 mois maintenant. Et forcément, ça, du côté des internautes, ça passe très mal. Donc, vaut mieux y aller petit au début, publier au compte-gouttes au début, mais du coup, ne pas donner des habitudes aux gens qu'on ne sera pas en mesure de tenir jusqu'au bout de la campagne. D'accord, donc de la persévérance. Émile? Pour parler de François Hollande assez simplement, c'est quelqu'un qui est très ouvert à l'usage du numérique. Il déploie là en ce moment une équipe importante, ambitieuse, en réunissant beaucoup de gens, etc. Qu'on a reçu tout à l'heure, bien sûr. Voilà. Vous avez pu recevoir Fleur Pellerin, qui elle s'occupe plutôt du numérique, mais en tant qu'objet politique. Qu'on a reçu tout à l'heure à 10h, oui. Donc non, lui, c'est quelqu'un de très ouvert sur ces sujets-là, qui est pas... De ce que je comprends, n'est pas quelqu'un qui va chercher à tout valider, survalider, revalider, qui sait aussi laisser à ses équipes une créativité, et voilà. Tout ça étant évidemment en train aussi de se mettre en place. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas complètement arrêtées, etc., qui sont en discussion. Et bon, je risque d'être un peu langue de bois s'il y a des choses que moi personnellement je souhaite faire bouger chez François Hollande sur son usage du numérique. Je vais peut-être le dire à ses équipes et à lui d'abord plutôt qu'ici. Donc il peut y avoir ses équipes, vous m'envoyez, mais vraiment désolé. Mais... Voilà, un jour il y aura probablement des équipes qui diront tiens, ce serait pas mal d'essayer ça, ou il faudrait, mais avec les contraintes de temps que l'on a vues et d'autres choses. Ouais, mais là la réflexion elle est en cours. Ok, une autre question là pour vous 4. Est-ce que vous sentez, on était hier pendant 2 jours sur un gros événement mobile et social avec la plupart des acteurs du marché, on avait 1500 personnes à la défense sur ces sujets-là, et plusieurs fois en fait il y a des acteurs de ce marché qui nous ont dit nous on travaille en ce moment avec les partis politiques sur tel sujet, nous on travaille sur ces sujets-là. Est-ce que vous voyez une déclinaison des outils qui ont été utilisés finalement pour
faire du CRM dans l'Internet, j'allais dire faire du commerce électronique, même si ça n'a rien à voir. Mais finalement, des outils qui ont été utilisés dans le marché pour convertir, pour mieux travailler, et vous êtes appelé de temps en temps au téléphone pour dire regardez, on a une fantastique solution de contenu management, et j'aimerais avoir vos avis, un peu peut-être vos anecdotes sur le sujet. Et est-ce que ça existe, ou est-ce qu'il y a une offre qui est dédiée finalement au monde de la politique? Alban. Alban, il va dire qu'il n'a pas d'argent, donc de toute façon, on ne l'appelle pas. Si, on nous contacte et on dit qu'on n'a pas d'argent. Ah d'accord, ben voilà. Et généralement, on nous rappelle un peu, puis moins. Non, moi j'espère qu'on va inspirer, par exemple dans cette web-série, j'espère qu'on va inspirer des gens traditionnels, du commerce traditionnel et des gens du privé, parce que je pense que c'est une belle manière de raconter une aventure qui peut être fait avec les salariés d'une entreprise, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut raconter, par exemple, la naissance d'un avion, une fusée, ou ça pourrait être déclinable dans le privé. Après, c'est toujours difficile quand une entreprise privée vient voir le front de gauche pour proposer un service. Nous, on a des besoins qui ne sont pas forcément ceux, et on a des ressources qui ne sont pas celles du PS, et donc on ne peut pas forcément dire oui comme... D'accord. Donc Alban, il pense plutôt à son éventuelle future reconversion, en disant les outils que je construis, je vais les utiliser plus tard, ou les proposer à d'autres. Nous on fait ça. C'est un modèle de la révolution citoyenne, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait là, on est adapté à l'entreprise et dans d'autres domaines. Bien sûr. C'est un bon point. C'est concret ce qu'on fait. Hein. Ouais. Fred, vous êtes beaucoup appelé par des offres de services? On est pas mal appelé. Ouais. On se tient au courant vraiment des évolutions techno. Je crois qu'on utilise tous. Je trouve sur les dernières campagnes, on a tous collé à la mode du marché, mais assez pointu. Ouais, on s'est tous mis à faire des réseaux sociaux quand c'était la mode des réseaux sociaux locaux, perso. Là, on en sort et on va tous vers le data, la mise en forme des données. On est parti sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je pense que les politiques étaient dans les premiers en France à être vraiment actifs sur Twitter. Quand on travaille avec des agences, la plupart du temps, c'est quand même les agences les plus en pointe sur les questions. Et voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous à la recherche de choses pour aller encore plus loin, parce qu'on a envie de montrer une façon moderne, originale de porter nos idées. Et oui, je pense qu'on est très en pointe et on est très proche du marché. Par contre, on n'a pas d'argent non plus, donc souvent c'est des dialogues, mais qui sont enrichissants. Enfin, je sais qu'on avait reçu Google, Yahoo, Google. Comment ça s'appelle, les vidéos YouTube, pour leur système. Ils voulaient vous vendre de la pub aussi. Ils voulaient nous vendre surtout ce qu'ils ont mis en place, mais qui est une réadaptation de ce qu'ils ont fait avec Obama, où les gens posent des questions. Et on avait eu un dialogue très intéressant. On leur avait proposé d'aller plus loin que ça dans l'interactivité, notamment grâce aux fonctions qu'eux-mêmes ont sur YouTube, mais qu'ils n'utilisent pas. Parfait. Ce qui nous a beaucoup choqués. Mathieu, les méthodes en fait dans le business, est-ce que ça peut être les méthodes qui sont utilisées dans la politique? Je ne vais pas répondre oui comme ça. Non, mais bien entendu. Alors oui, le téléphone sonne beaucoup. On sent l'élu, vous avez vu, il réfléchit avant de parler. Le téléphone sonne beaucoup en ce moment. On sent que la campagne arrive. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et à chaque fois, bien sûr, on nous propose une solution qui est révolutionnaire. Donc on rencontre beaucoup de gens. Nous, on a fait le choix de rencontrer tous les gens qui nous proposent des solutions. Alors c'est souvent un dialogue. Je ne dis pas qu'on a beaucoup plus de sous, on a peut-être un petit peu plus, mais donc on a un peu moins de pression financière en tout cas, mais on ne va pas dire oui à tout le monde. On a pris le temps de regarder, puis on ne voulait pas non plus démultiplier le nombre de contacts, de partenariats, de contrats qu'on pouvait avoir. On a une culture mouvement démocrate qui ont fait beaucoup de choses à l'interne. Toute la chaîne de production vidéo, j'en parle peu parce que chez nous, en fait, la chaîne de production vidéo est une branche à part de la chaîne web. Après, bien sûr, on bosse main dans la main puisque les deux sont intimement liés, mais pour nous, c'est deux secteurs différents. Mais voilà, en tout cas, on a beaucoup de contenus qui sont produits en interne. On s'est ouvert un peu plus sur cette présidentielle à des prestataires extérieurs. C'est presque des partenaires extérieurs, d'ailleurs, étant donné le travail. On ne pense pas avoir toutes les idées en interne, toutes les bonnes idées, et on ne pense pas non plus prendre toutes les bonnes idées en externe. Donc on est là, aujourd'hui, on a un rapport de confiance et un rapport assez amical avec les boîtes avec lesquelles on travaille, et je pense que du coup ce mélange politique, société civile
de gens qui peuvent prendre du recul, qui sont pas forcément dans le bain depuis longtemps, et super enrichissant et nous permet de dégager des choses. Et bien évidemment, la question des données va être essentielle sur cette présidentielle, et pas que des données, c'est aussi la qualification de ces données. Donc oui, il va falloir qu'on travaille un peu et qu'on reprenne quelques pratiques marketing de retraitement de gros sites internet qui font ça très très bien, sans être aussi peut-être envahissant et sans être aussi agressif parfois. Oui. Émile, c'est une bonne transition finalement, puisque vous avez des données, a priori, on l'a vu au début. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Les méthodes qui existent dans le traitement de ces données pour les sites de commerce électronique, pour les sites de contenu, finalement, elles fonctionnent en politique. L'objectif n'est pas le même, mais les méthodes se ressemblent, non ? Les méthodes, elles se ressemblent, mais assez partiellement, parce qu'il y a une différence très fondamentale, c'est que nous, les partis politiques, aux gens, on n'a rien à leur vendre. C'est pas un acte d'achat. C'est plus un acte immatériel. Donc ça change complètement l'approche. Après, évidemment, est-ce qu'on a beaucoup de coups de fil de beaucoup d'entreprises qui proposent beaucoup de solutions, toujours assez extraordinaires, pour des tarifs entre 5 aussi. Et 6 chiffres oui, mais honnêtement, moi, les codes qu'on a utilisés au Parti socialiste, c'est pas ceux du marché, mais moi, c'est ceux de mon ancien job, celui de journaliste, où on a ultra privilégié les contenus collaboratifs, les envoyer de nouvelles photos, les concours d'affiches. Sur les retraites, on demandait aux gens de nous envoyer les photos des manifestations contre la réforme des retraites. On recevait 200, 300 photos, même moi, quand j'étais journaliste à minute.fr, c'est pas tous les jours qu'on recevait 200 ou 300 photos. Et c'est en général les contenus qui marche le mieux. C'est celui où on dit aux gens, il y a quelqu'un derrière l'ordinateur et où on est dans une coproduction d'un contenu politique avec nos militants, nos sympathisants, etc., qui contribuent. Et c'est un acte qui est complètement gratuit. C'est-à-dire que c'est les gens, quand ils rentrent de leur manif à 18h, après une manif sous la pluie, ils vont nous envoyer 20 photos de la manif au fin fond de la Bretagne. Et ça, c'est un truc qui est hyper important dans la structuration d'une communauté, etc. Donc, nous, c'est plutôt ces codes-là qu'on applique. Alors après, évidemment, sur la gestion de bases de données, etc., là, on est plus dans un truc qui est extrêmement technique, donc qui est extrêmement industriel, et donc où effectivement, il y a des manières de traiter des bases de données qui ne sont pas spécialement propres aux partis politiques. Mais nous, c'est plutôt dans cette optique-là qu'on se base, même s'il y a des trucs, effectivement. Mais le marché fait aussi, ce que vous appelez le business ou le marché, utilise aussi en fait ces codes-là, l'optimisation d'email. C'est comme optimiser un titre pour un article ou un contenu aussi là-dessus. Donc nous, c'est plutôt ces codes-là qu'on utilise. Je peux préciser, Bien parce sûr, que je vois sur Twitter que j'ai été merci, compris. Merci de reprendre les tweets. Voilà, d'un côté très, très proche du marché, c'est marqué. Je voulais dire très, très proche des technologies en pointe. Donc de fait, les technologies, souvent, elles viennent du privé. Alors évidemment qu'on regarde d'abord du côté des logiciels libres et on fait tout ce qu'on peut. Mais je parlais des techniques de communication, des effets spéciaux dans les vidéos et des choses virales. Vous êtes en pointe sur les sujets à utiliser. Si merci d'avoir corrigé. Vous voyez qu'il y a du monde qui vous suit sur le live stream, à la fois sur 01net, et sur BFM Business et sur le BG.net. Si je peux rebondir à un tweet aussi, nous on travaille avec une agence sur une application qui s'appelle Les Appliculteurs, l'agence. Sur une application. Les Appliculteurs. Ah bon. Sur une application mobile, une web app qui est fait en HTML5, le logiciel libre. Et on n'a pas j'ai pas de problème avec les entreprises privées, on n'a aucun problème. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas non plus pas d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent, donc quand une entreprise vient nous voir non, mais Alban, je parlais plus des méthodes. Non, mais je voyais ça sur Twitter. C'est pour ça que j'ai corrigé un tweet qui disait que j'avais peur des entreprises privées, mais pas du tout. Pas du tout. Si elles reversent tous leurs bénéfices à l'État, je n'ai aucun souci. Parfait, voilà, le message est passé. Super. Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a été le patron, on fait des activités digitales d'un parti et d'un candidat. Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'il est élu? Ou quand il n'est pas élu? Alban. Alors, soit on retourne à son métier d'origine,
soit on continue dans un engagement qui peut être un engagement politique, dans un parti. Alors nous, c'est compliqué parce que le Front de gauche n'est pas un parti. Soit on fait toute autre chose. Moi, pour faire cette campagne, on a créé une coopérative, une société coopérative qui est en charge de la communication de la campagne. Je pourrais très bien garder cette activité et faire de la production audiovisuelle comme j'en faisais avant ou D'accord, pour des élus ou pour d'autres. Pour la télévision, c'est une société de production Pour coopérative. des entreprises privées d'ailleurs. Des entreprises privées, des chaînes de télévision publiques. Parfait. Vous peut-être. Qui sait Fred. Bien, moi, je sais pas. Enfin, la question du après est dans l'ordre des questions, mais c'est vraiment pas la question du moment. On en discutera après la campagne, bien après, à la rentrée prochaine. On verra, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Nous, le parti évolue énormément, ne fait que grossir. On est un peu une start-up dans le genre. Voilà. Et, je sais pas, c'est un métier qu'on peut faire très longtemps. Finalement, on a vu que les gens qui sont occupés de ça. Oui, après c'est un peu usant. Hein. Enfin, voilà, pour avoir fait des startups avant. Il y en a beaucoup qui ont évolué vers d'autres rôles. Je crois qu'on dit que dans les startups, une année en vaut 3. Je pense qu'en politique, on dit que c'est des années de chien. Bah, je pense qu'on est encore au-delà en politique. Et c'est plusieurs campagnes d'affilée. Il faut peut-être pas abuser. Probablement. Mathieu, il a un rôle d'élu déjà. Je suis assez d'accord. Oui, enfin, c'est pas un travail d'être élu. Hein. Enfin, c'est une ville de 10 000 habitants, je précise quand même. Donc, quand on voit les indemnités, il faut travailler à côté quand même. Oui. Hein. C'est 90 €. Pour une ville de 10 000 habitants, c'est 500 €. Pour être totalement transparent. Pardon. Donc. Oui, pareil, la question se posera après. Là, on a un objectif qui est le premier et le deuxième tour. Et je dirais que nos situations personnelles, on y réfléchira une fois en vacances, si vacances il y a au lendemain des deux tours. Et puis, voilà, pour l'instant, c'est vraiment pas le moment de réfléchir à ça. C'est des sujets différents, de s'occuper de la campagne web d'un candidat. Et je voudrais parler un instant de la relation, Émile, peut-être avec le fond. C'est-à-dire comment vous faites le lien entre le sujet du digital comme un fond et le sujet digital comme une forme. Alors, effectivement, par exemple, Flore Pellerin, qu'on a reçu ce matin, s'occupe plutôt du fond. Et l'équipe de Vincent Feltès, plus vous-même au Parti Socialiste, vous occupez finalement du digital comme un outil. Comment tout ça s'est relié? Vous allez me dire, on se parle, c'est fantastique, etc. Mais voilà. Alors, si vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer là-dedans, est-ce qu'il y a des fois des choses que vous voudriez faire et finalement elles ne sont pas forcément en ligne avec le fond ou l'inverse? Non, écoutez, bon, déjà, chacun connaît sa place. Il y a des gens qui sont là et c'était le cas au Parti Socialiste, et c'est le cas au Parti Socialiste aussi. Il y a des gens qui sont là pour s'occuper du numérique en tant que technique politique, manière de faire de la politique, et il y a des gens qui sont là pour s'occuper du numérique en tant qu'objet politique. Oui. Alors effectivement, intellectuellement, les passerelles entre ces deux types de personnes, elles existent. C'est des choses qui... Enfin, pour prendre mon cas précis, pendant à la fois la campagne des primaires de Martine Aubry et avant, moi j'ai fait des notes pour Christian Paul sur des sujets sur la diplomatie numérique, etc. Donc on a aussi un rôle là-dedans, mais il n'y a rien de... C'est un rôle de militant finalement. Voilà, on a un rôle de militant informé, en pointe, intéressé, parce qu'effectivement, si on est intéressé au numérique en tant que technique politique, on a forcément un petit intérêt pour les questions du numérique en tant qu'objet politique. Et donc, moi, il m'est arrivé de contribuer auprès de Christian Paul, notamment sur la diplomatie numérique. Mais il n'y a pas de cadre formel. Je comprends. C'est très clair pour vous. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours très clair par les concitoyens qui disent c'est le gars qui s'occupe du numérique, donc c'est lui qui doit s'occuper des sujets de fond du numérique. La différence entre l'objet politique, effectivement, et le traitement. Par exemple, au Modem, vous avez un responsable de la thématique. Tu t'attendais pas à ce qu'on parte dans ce sens-là. C'est une de nos particularités. On n'a pas de responsable de la thématique, puisque sur cette thématique-là, François Bayrou est moteur. Donc c'est lui le responsable de la thématique. C'est lui qui est responsable de cette thématique-là. Il y a Jean-François Martin, quand même, qui travaille un peu sur ces sujets. Non, qui est directeur de la communication. Donc on est bien sur du travail interne, salarié, permanent, et pas du tout sur le positionnement politique. Qui, lui, a des engagements politiques par ailleurs, mais donc sur l'aspect positionnement politique, le vote de la neutralité du net,
l'action en faveur des logiciels libres, ce genre de choses, c'est directement François Bayrou qui gère, puisqu'il a une maîtrise du sujet et que ça lui plaît. Donc on peut le voir comme une force aussi, de dire que l'objet politique, il n'est pas délégué finalement à quelqu'un dans l'entourage et dans l'équipe de campagne, mais c'est un sujet que le candidat a décidé d'en faire sien. C'est sûr que ça fait du numérique une priorité, peut-être plus qu'ailleurs. Ouais. C'est une façon de le voir. Frédéric. Alors, chez les écolos, il y a une vieille tradition de mettre en accord sa façon de militer, sa façon d'être au quotidien et ses idées. Et c'est la base de la création des Verts à l'époque. Et du coup, nous, c'est assez difficile de dissocier la communication de mes écologiques, les fameux. Et au contraire, justement, tout le travail qu'on a fait depuis les européennes, c'est de réapproprier l'ensemble des outils web du parti et de les passer en libre, en programmation communautaire à l'intérieur du parti, en open source, etc. Et on travaille en même temps sur les sujets du numérique et avec Sandrine, on travaille énormément ensemble. Parfait. Donc voilà, on a compris de l'organisation. Et chez vous, au fond de gauche, les thèmes et la thématique, c'est la même chose ou Non, c'est pas la même chose parce que c'est un parti, comme je disais tout à l'heure, un peu particulier, qui est un mouvement. Le Front de gauche est un mouvement. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de l'objet politique, l'économie numérique, le digital. Il y a plusieurs personnes qui s'en occupent. Martine Billard en est une, mais il y a plusieurs personnes. Mais nous, on n'a pas moi, je n'ai pas de rôle politique au sein du Front de gauche. Le pourcentage en fait du digital dans la totalité de la dépense de campagne, vous en avez une idée? C'est plus ou moins que ce qu'on dépense en général dans le. Je vois avec vos petits sourires que c'est une question embarrassante, mais c'est plus ou moins que ce qu'on fait ailleurs pour une marque ou pour un. J'ai bien compris que les candidats ne sont pas des produits, mais néanmoins ces campagnes, c'est aussi de l'argent qui est investi, et en partie de l'argent public. Combien vous dépensez en fait sur le digital par rapport à la totalité de la campagne? Je veux bien répondre parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. D'accord. C'était une des questions qui était posée sur Twitter, c'est pour ça que je vous la pose. Je pense que ce qui est un peu compliqué d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans les dépenses de campagne web. Si on met les salaires des gens et tout. Ouais. Et ensuite aussi, surtout la vidéo. Ouais. Parce que par exemple, la vidéo, toi tu disais que au modem, ça dépend si on l'a fait tomber dans le digital ou pas. D'accord. En fait, c'est très très proche. Et après, il y a aussi la différence des tailles de budget. Ouais. Et que, évidemment, si je dis en pourcentage, je pense que pour Eva, ça va aller entre 15 et 25% du budget. Ouais, c'est plutôt parce que c'est un petit budget. Donc il y a quand même un effet de seuil que quand on prend 2 programmeurs, un graphiste, et ça va très très vite. Ok, merci d'avoir répondu. La réponse est très claire. Fred, Mathieu, tu as une, non, tu préfères que quelqu'un d'autre réponde? Moi, je pense que, alors c'est difficile, c'est imprévisionnel sur une campagne. C'est autour de 100 000 € sur la campagne, sur un budget global qui sera, je pense, autour de 2 millions d'euros. D'accord, donc 5%. Voilà. Et 15%, je trouve ça énorme. Ok, bon, 5%, oui, c'est un petit peu moins que ce qu'on dépense en général dans une campagne plus classique, mais ok. On a beaucoup de militants, et les militants. On dépense entre 15 et 20 aujourd'hui sur le digital en général dans une campagne. Voilà, je pense pas une campagne politique, une campagne en général. On va être à peu près sur la même échelle. Ce sera en gros chez nous en coût fixe aux alentours de la moitié de la COPA et de la moitié des créateurs du possible. Ah ouais, c'est une façon de répondre, d'accord, comparative. Encore faut-il connaître le référent. J'espère qu'il y aura 50 000 inscrits comme sur la COPA. Non, nous, là les budgets sont en train d'être faits. Je pense que ça a plus de sens par ailleurs, si on peut, pour discerner la stratégie, de parler en termes de pourcentage. Oui, de ce que Vincent Feltès a pu dire à droite à gauche, que vous avez sans doute pu lire dans les médias. On devrait tourner autour de quelque chose de 10%. Il a dit entre 7 et 10, on tournera sans doute autour de 10. D'accord, très bien. Merci messieurs, on arrive à la fin de cette table ronde. Merci d'avoir passé du temps, d'avoir répondu aussi franchement et sans langue de bois. Vous avez fait un très bon job là-dessus et je tenais à vous remercier de ça personnellement et puis pour toutes les associations du numérique qui étaient présentes dans ce chat. Merci.